je donne pas cher de ma vie là, regardez. Derrière moi la guillotine, ça va trancher. Ariane, reste pas là, c'est dangereux. Tu vois, Ariane, là-bas, c'était une reproduction à échelle réduite d'une guillotine, mais là, on a une vraie lame de guillotine qui a été utilisée en 1792, place de Grève. Alors attends, avant toute chose, tu veux pas me libérer un petit peu là? Alors, j'ai pas les clés. Tiens. Ouh, un poids en moins. Mais la lame, au bout d'un moment, elle devait s'émousser et ça devait plus bien couper les têtes et on devait s'y reprendre à plusieurs fois, non? Alors non, l'objectif de la guillotine, justement, c'était que ce soit très efficace, contrairement à l'épée ou à la hache qui était utilisée avant l'apparition de la guillotine, et un mode d'exécution égalitaire et sans douleur. Le système mécanique, avec une structure de plus de 4 mètres de haut et une lame oblique, avec un poids de lame aussi très important, faisait que l'exécution était assez instantanée. Mais c'est un mode d'exécution plus égalitaire aussi, je crois. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant la Révolution française, les peines de mort étaient appliquées en fonction du crime que vous aviez commis et de votre rang social surtout. Et donc, en fait, il n'y avait que les nobles qui étaient décapités, qui avaient la chance, en fait, d'être décapités. Voilà. Parce qu'en fait, il faut avoir à l'esprit que, par exemple, les faux-monnayeurs, ils étaient ébouillantés, les hérétiques, ils étaient brûlés, voilà. Donc, c'était des systèmes vraiment barbares. C'est exactement ça. Et la peine de mort, justement, quand est-ce qu'elle a disparu en France? Alors la peine de mort a été abolie en 1981 avec la loi Badinter, mais il y avait déjà eu un courant abolitionniste au début du XXe siècle avec le président de la République, Armand Fallières, qui graciait systématiquement les condamnés à mort. Mais l'affaire Soleilhan a retardé cette abolition, parce qu'en fait Soleilhan c'était un violeur qui a tué une petite fille, et ça a tellement choqué l'opinion publique que ça a fait retarder l'abolition de la peine de mort. Parce que le peuple voulait que cet homme soit tué, c'est ça? Tout à fait, oui. Nous sommes en fait au musée de la préfecture de police qui retrace l'histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos jours à travers la présentation d'une collection de plus de 10 000 objets, c'est ça? Alors 10 000, oui, en tout en réserve, mais ici au musée, on en présente environ 2 000. D'où viennent tous ces objets? Alors de différents donateurs, des particuliers qui donnent des uniformes, des services de la préfecture de police qui peuvent nous donner des équipements par exemple. Ici, nous sommes devant une vitrine consacrée à des pièces à conviction qui proviennent de la collection Gustave Massé. Alors Gustave Massé, c'était un commissaire de police qui conservait les pièces à conviction. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de législation sur les pièces à conviction. Aujourd'hui, elles sont soit détruites, soit restituées. C'est décidé en tout cas par la justice. Mais avant, elles pouvaient être revendues sur des marchés. Et donc, par exemple, tu as ce rouleau à pâtisserie qui a servi à tuer quelqu'un et qui pouvait se retrouver racheté par un autre particulier. C'est un crâne ça, oula, il y a eu un gros trou, ça a fracassé dur. Oui, c'est le crâne de la veuve Gillet qui s'est fait fracasser le crâne avec un marteau. Alors on a un poignard qui a servi aussi à un meurtre et qui est caché dans une sorte de faux éventail. Regardez, c'est amusant, ça ce sont des chaussures avec de faux talons pour y cacher ses billets. En revanche, ça, je ne sais pas du tout à quoi sert cet instrument. Alors ça, c'était utilisé par les pickpockets pour voler les billets dans les poches des vendeuses aux halles. Et là, ce sont des points américains, c'est ça? Oui, toute une série de points américains utilisés par les Apaches à la fin du 19e. Tu as notamment les os de mouton qui sont plus originaux parce que alors, ils étaient faits par les garçons de boucher en fait. Ils taillaient les os de mouton pour utiliser en point américain et faire aussi mal qu'un vrai point américain. Et ça marche pas du tout là ton instrument avant? Non, c'est normal, en fait c'est une machine infernale. Alors ça a été construit par Fieschi en 1835 pour faire un attentat contre Louis-Philippe. Donc en fait ce que tu as là, ce sont 25 canons de fusil juxtaposés qui étaient censés tuer Louis-Philippe. Mais alors attends, là je vois que c'est tout abîmé ici, en 3 endroits. Oui, en fait, elle a manqué sa cible, la machine a explosé mais de manière accidentelle. Donc ça n'a pas tué Louis-Philippe, il a seulement eu une égratignure au front. Mais par contre ça fait quand même 18 morts et 42 blessés, et dont Fieschi qui a été blessé, et ça a permis son arrestation un peu plus tard. Ouf, il a pas l'air trop sympa lui. Non, effectivement, donc c'est la tête de Henri Pranzini qui a commis un triple meurtre en 1887 à Paris, et donc il s'est fait rattraper par la police et guillotiné en 1887. C'est vrai qu'on n'a plus que la tête. Oui. Voilà, et attends, c'est quoi là cette espèce de brassard à picot? Alors en fait c'est un brassard en cuir avec des clous qui a été fabriqué par un certain Jean-Jacques Liabeuf. En fait il s'était fabriqué une sorte d'armure pour se venger de policiers. Nous sommes sans doute devant l'objet le plus glauquissime de ton musée là. Oui, donc c'est l'œilleton du docteur Petiot. Le docteur Petiot, c'était un docteur, mais qui était connu pour son charlatanisme. Tu vois ici sa plaque, on voit qu'il supprime les douleurs pendant les accouchements, voilà, ce genre de choses. Tellement facile. Voilà.
Et donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il faisait venir des gens poursuivis par la Gestapo, donc surtout des Juifs, en leur promettant de fuir en Argentine. Et sous prétexte de leur administrer un vaccin, en fait, il leur donnait du poison et il les enfermait dans sa cave, il les laissait mourir dans sa cave et par cet œilleton, il les regardait mourir. Ah, mais c'est un perverse absolu, là. Complètement. Quelle Il était connu pour ses problèmes mentaux. Oui, oui. Là, tu peux voir la photographie de sa cave. Et c'est vrai qu'une fois que les victimes étaient mortes, il les brûlait. D'abord dans de la chaux et puis ensuite dans la chaudière. Et c'est d'ailleurs l'odeur qui a émané de la chaudière qui a alerté les pompiers et la police et qui a permis son arrestation. Et nous voici à présent dans la reconstitution de l'atelier photographique de Bertillon. Regardez, voici un peu à quoi ressemblaient les ancêtres des appareils photo sous forme d'accordéon. Ce sont en fait des agrandisseurs. Mais qui était ce monsieur Bertillon ? Bertillon, c'est le fondateur de la méthode anthropométrique. Et cette méthode permettait de reconnaître les récidivistes à la fin du 19e. Elle part du principe que le squelette humain est unique et surtout définitif à partir de 20 ans. Et donc avec plein d'instruments de mesure conçus par Bertillon, on va prendre les mesures de la largeur de la tête, la taille, l'envergure des bras, etc. D'ailleurs, si tu poses ton bras sur ce meuble, c'est comme ça qu'on prenait la largeur de ton coude. Oui, mais attends, je suis pas une criminelle, moi. C'est eux les criminels. Et d'ailleurs, c'est quoi ces fiches là ? Oui, alors là, ce sont ce qu'on appelle les fiches anthropométriques. Donc c'est là où on consignait toutes les mesures du corps humain du criminel avec la photo face profil et à partir du début du 20e, les empreintes digitales. Mais alors là, je vois cette chaise. J'imagine que c'est là-dessus que les criminels s'asseyaient pour être pris en photo, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'elle était reliée par une grande plaque métallique à une manivelle. Donc tu prenais d'abord la photo de face et ensuite le policier tournait la chaise pour prendre la photo de profil. Et pourquoi elle est aussi étroite ? On dirait une chaise de Lilliputien, honnêtement. Oui, en fait, c'est pour avoir une sorte d'emprise sur le criminel. C'est vrai que la chaise est toute petite, tu vois une rainure de part et d'autre des fesses, la tige métallique qui maintient bien la tête. Voilà, l'idée, c'était vraiment que les criminels soient dociles en quelque sorte. Très rigide, une tenue très contractée comme ça et pas bouger d'un poil, c'est ça ? Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'une embrasse de rideau fait dans ta vitrine ? C'est une autre pièce à conviction. C'est une cordelette qui a servi au meurtre de Toussaint-Augustin Gouffé. Et cette affaire, c'est le début de la police scientifique. On est en 1889 et c'est Alexandre Lacassagne qui va découvrir l'identité de cette victime, donc Toussaint-Augustin Gouffé, grâce à l'analyse biologique et scientifique des cheveux et aussi des empreintes dentaires. Dans cette pièce, vous pouvez voir différents équipements comme ce gilet pare-balles, la tenue de déminage et puis un autre équipement plus moderne, plus spécifique qui est le drone. Oui, alors celui-là c'est un drone vraiment particulier parce qu'il a permis aux pompiers d'établir une stratégie de lutte contre les flammes pendant l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Mais viens voir, j'ai d'autres équipements plus anciens à te montrer. Tu vois là, on a un pied de scaphandrier qui était utilisé par la brigade fluviale dans les années 20-30 et à côté tu as un casque de plongée utilisé dans les années 70. Ah oui, j'imagine que ça a bien évolué la brigade fluviale aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les équipements sont beaucoup plus modernes. Tu as des combinaisons d'hommes-grenouilles qui sont beaucoup plus légères, plus pratiques à porter, etc. Qui dit police dit bien évidemment menottes et revolver. Oui, alors il faut avoir à l'esprit qu'au départ, les policiers n'étaient pas armés, il n'y avait pas de dotation officielle. Donc chacun avait ce qu'il avait sous la main, soit un sabre parce qu'il avait fait l'armée, un pistolet, quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas de dotation officielle. Pour ça, il faut attendre l'affaire de la bande à Mono en 1911-1912. En fait, ce sont des braqueurs qui vont commettre des vols de banques à main armée et de façon très violente. Et c'est pour faire face à cette nouvelle criminalité violente qu'on va doter officiellement les policiers de pistolets. Ah, au secours ! Au secours ! Au secours, au secours, je suis poursuivi par un chien là, vite ! Alors peut-être que ça, là, ça va pouvoir me servir. C'est une tenue qui va me protéger, non ? Oui, c'est un costume d'homme d'attaque qui est utilisé par la compagnie cynophile pour dresser les chiens. Ah, comme ça, si je suis mordu, clac, je sens rien. Oui, c'est très utile. Bon, je me sens pas rassurée, on s'en va quand même. Hop. Et vous pouvez même faire votre petite photo souvenir en tenue de gardien de la paix avec votre képi. Sachez que le musée est ouvert du mardi au vendredi et 2 samedis par mois. L'entrée est gratuite. Et puis qui sait, on peut peut-être réussir à faire sauter ces PV, non ? Qui ne dit mot consent. Bye bye.